Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé jouer à Far Cry Primal. Enfin, jouer... Allez, je joue à Far Cry. Loulou? Ouais? J'y arrive pas, ça fait 10 minutes que je suis coincée derrière un caillou. Bon bah donne, je vais le faire. L'introduction du jeu vous dit que nous sommes en 10 000 BCE, c'est-à-dire Before Common Area. En français, ça donne 10 000 avant JC ou 10 000 avant notre ère. Nous sommes donc pendant une période du Paléolithique supérieur qu'on appelle le Magdalénien. Je vous resitue l'action. Les mecs et les nanas sont des chasseurs-cueilleurs nomades en pleine période de glaciation et l'aventure se passe quelque part en Europe centrale. Et dans Far Cry Primal, il y a beaucoup d'éléments très instructifs sur le Paléolithique supérieur pour le grand public. Et là, vous allez me dire, bah alors, Tata Jen, qu'est-ce qui t'arrive? Où est passé ton légendaire sens critique? Oh, il y aura un volume 2, t'inquiète pas. On parlera des flops dans une autre vidéo, mais commençons par les trucs cool, si vous le voulez bien, avec en tête de liste la parure et l'ornementation corporelle. Alors là, Ubisoft, vraiment, les gars, vous m'avez fait plaisir, parce que dans Far Cry Primal, l'ornementation personnelle est très importante. Dès le début du jeu, vous comprenez tout de suite qu'une sorte particulière de coquillage est liée à l'identification de votre groupe, le groupe des Wanja. Ce coquillage particulier, c'est une corie, c'est-à-dire une sous-espèce d'une famille qu'on appelle vulgairement les porcelaines. Au début de l'histoire, votre pote meurt et vous donne son bracelet avec ces fameux coquillages en vous disant « va chercher d'autres Wanja ». Et puis un petit peu plus tard, vous rencontrez une médium un petit peu chelou qui découpe les oreilles des gens pour se les mettre en pendentif et qui, elle aussi, reconnaît que vous êtes une Wanja tout comme elle grâce à votre bracelet. Et ça, c'est très intéressant parce que ça entre en résonance avec beaucoup d'études ethnologiques qui ont montré qu'il y a une forte corrélation entre des bijoux très particuliers et l'appartenance à un groupe ethno-linguistique pour le porteur de ce fameux bijou. Et ce, partout dans le monde. Et là, j'entends déjà les gens intelligents dans les commentaires qui vont me dire « Et du coup, c'est pas un petit peu bizarre que je puisse tenir une conversation parfaitement fluide avec des gens qui ne sont pas de mon groupe humain et qui ont des mœurs et des parures corporelles radicalement différentes des miennes ?» Bah oui, un petit peu, mais bon, pour la commodité du jeu, on va pas chipoter sur ce détail. Bon, par contre, on va un tout petit peu chipoter sur l'espèce du coquillage choisi pour représenter les Wanja, hein. Ça aurait été plus intelligent de prendre un dental ou une turritelle, qui sont d'ailleurs des coquillages largement utilisés dans la parure au Paléolithique supérieur. Parce que, comment vous dire, le cori, c'est un gastéropode qui aime les eaux tempérées à chaudes. Et on est quand même au Magdalénien, en Europe centrale, ça caille sa mère. Tu as peu de chances de rencontrer des coris en mer Baltique. Autre élément de parure que vous pouvez voir dans le jeu et qui sont complètement cohérents avec les trouvailles archéologiques, les pectènes, les griffes d'animaux et les vertèbres de poissons. Mais ce n'est pas encore tout à fait rendre justice à l'incroyable inventivité des préhistoriques lorsqu'il s'agissait de créer des bijoux. Certes, ils utilisaient des éléments naturels non transformés, mais également des éléments beaucoup plus sophistiqués, en forme de femme, nous l'avons vu dans notre précédente vidéo, mais aussi de forme géométrique ou en forme d'animaux. Ces éléments de parure pouvaient également être cousus directement sur les vêtements. Et oui, parce que la toute première aiguille à couture, ça date du Gravétien, c'est-à-dire entre 29 et 20 000 avant JC. On a donc eu parfaitement le temps d'apprendre à faire de la broderie. Je suis donc très contente de voir ces petites lignes de coquillage cousues sur la jolie jupe asymétrique de Miss... collier d'oreille humaine. D'ailleurs, à ce sujet, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, vous le savez, je suis spécialiste des pratiques mortuaires étranges, tordues, voire même, comme dit maman, arrête de nous parler de ton travail, c'est franchement dégueulasse. J'ai donc beaucoup travaillé sur les objets créés grâce à des fragments de cadavres humains. J'en ai même fait une série de vidéos sur cette chaîne qui s'appelle Objets mortels. Si tu n'es pas en phase de digestion actuellement, je t'invite à aller visionner ces épisodes. Tout ça pour vous dire que créer des bijoux avec des fragments de cadavres, c'est pas si bizarre que ça. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, on utilise des doigts, en Mélanésie, on utilise des dents humaines. L'exemple des oreilles, je ne l'ai jamais rencontré parmi mes nombreuses lectures sur le sujet. Mais pourquoi pas? Après tout, ça me paraît crédible. Parlons un peu modification corporelle maintenant. Dans ce jeu, certaines femmes sont tatouées et d'autres sont scarifiées. Et ça m'a beaucoup plu. Parce que les modifications corporelles permanentes font partie intégrante du discours esthétique parmi les populations traditionnelles. En termes de faisabilité maintenant, dites-vous que se faire tatouer au Paléolithique supérieur, ce n'était pas un problème du tout. Pas besoin d'attendre l'invention de l'aiguille métallique, un instrument
pointu en os ou en roche fait très bien l'affaire. Et pour colorer le dessin, on peut utiliser divers matériaux comme par exemple le noir de fumée. La pratique du tatouage au noir de fumée était encore usitée il y a quelques décennies chez certaines populations berbères, comme les Chaouïas de la région de l'Aurès par exemple. Alors évidemment, le plus vieux corps tatoué que nous ayons retrouvé, c'est toujours celui de Otzi, la célèbre momie des glaces, qui date d'environ 3300 avant JC. Ceci dit, ce n'est pas parce que nous n'avons pas retrouvé de corps tatoués plus anciens que le tatouage n'existait pas. On n'en a juste pas encore de preuves directes. Bientôt peut-être. Pour les scarifications, c'est encore plus simple puisqu'il suffit de faire une incision propre et pour cela, n'importe quel outil en silex ou en obsidienne peut faire l'affaire. Il faut ensuite vérifier que la cicatrisation se passe bien, mais pour cela, l'application de plantes avec des vertus antiseptiques, ça marche très bien aussi. D'ailleurs, merci aux créateurs du jeu d'avoir subtilement glissé une petite scène de soin d'une plaie. Ça m'a fait très plaisir. Quant à la peinture corporelle, un chercheur qui s'appelle Francesco Derico nous a prouvé qu'elle existait grâce à une discipline mystérieuse mais très utile pour les préhistoriens, la tracéologie. Francesco a trouvé de tout petits bâtonnets d'ocre biseautés. Il les a passés sous le microscope et devinez quoi? Il a réussi à montrer que ces bâtonnets avaient été frottés contre de la peau humaine. Donc non seulement la peinture corporelle existait, mais en plus des outils précis ont été fabriqués afin probablement de faire des dessins un peu complexes. En revanche, sur l'utilisation de la couleur bleue, alors là je suis un petit peu moins joasse, parce que ça ne fait pas partie de la gamme de couleurs que l'on retrouve dans l'art paléolithique. Les pigments utilisés par les humains au paléolithique proviennent en grande majorité de roches ferrugineuses qu'ils traitaient de manière thermique pour obtenir différentes gammes de couleurs. Ces gammes de couleurs peuvent aller du jaune au brun très foncé en passant par le orange ou le rouge vif avec parfois un tout petit peu de violet comme c'est le cas par exemple dans la grotte d'Altamira. On trouve également un tout petit peu de blanc de temps en temps, probablement dû à l'usage de kaolin. Allez, parlons un petit peu des Oudam maintenant. Dans le jeu, les Oudam, ce sont les méchants mangeurs de viande humaine qui ressemblent vraiment beaucoup à des Néandertaliens. En tout cas pour le visage, c'est assez clair. Le nez est très large, l'os qui se situe sous les sourcils, que l'on appelle le bourrelet sus-orbitaire en termes ostéologiques, est très proéminent. Le bas du visage est légèrement projeté vers l'avant, ce qu'on appelle le prognatisme. Ajoutez à cela qu'ils sont rouquins avec la peau claire, les yeux clairs, et vous obtenez un portrait typique de Néandertaliens du Nord. D'autant plus qu'ils sont représentés comme étant très musculeux. Et la musculature importante, c'est également une caractéristique néandertalienne. En revanche, petite erreur au niveau de la stature, les Néandertaliens du Nord sont petits et trapus par rapport aux sapiens. Vous avez remarqué depuis le début, je dis Néandertaliens du Nord, car le saviez-vous, il existe une grande diversité d'apparence chez les Néandertaliens. Par exemple, il existe des Néandertaliens d'origine proche-orientale qui ressemblent un petit peu plus à des sapiens. Ils sont plus grands, plus élancés et au niveau de la pigmentation de la peau et des cheveux, on est plutôt sur des bruns aux yeux marrons que sur des rouquins aux yeux verts. Mais alors, nos Oudam / Néandertaliens ont-ils consommé de la viande humaine? Oui, enfin. Bon, il faut comprendre que pour un archéologue, c'est très difficile de réussir à prouver l'existence formelle du cannibalisme. Parce que quand vous avez une trace de couteau préhistorique sur un os humain préhistorique, bon, et ben la seule chose que ça prouve, c'est qu'un humain préhistorique a découpé un autre humain préhistorique. Et il y a plein de très bonnes raisons pour découper un cadavre humain. Premièrement, la curiosité scientifique. À une époque où le néther n'existe pas encore, si tu as envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, bah faut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxièmement, pratiquer un rite funéraire particulier qui inclut soit le démembrement, soit carrément la décarnisation de la personne, c'est-à-dire l'enlèvement des chairs. Et des rites comme ça, de par le monde, il en existe beaucoup, même encore aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo sur la question si ça vous intéresse. Troisièmement, en effet, consommer l'être humain. Ce que je peux vous affirmer, c'est que des Néandertaliens ont bien découpé les cadavres d'autres Néandertaliens, et ce sur plusieurs sites archéologiques, comme par exemple Moulaguercy, les Pradelles ou Goyet. Mais comment distinguer le but de cette découpe? Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo concernant le cannibalisme comme pratique funéraire écologique,
Les spécialistes s'accordent à dire que quand on brise les os pour récupérer la moelle, c'est très probablement qu'on a envie de consommer le cadavre en entier. Et on a certains sites archéologiques comme celui de Goyet par exemple, qui montrent des fracturations compatibles avec ce genre de pratique. Il est donc très raisonnable de se dire que les Néandertaliens ont été cannibales. Bon, après, attention, c'est pas leur alimentation principale non plus. Allez, parlons un petit peu des sépultures maintenant. Au début du jeu, votre camarade meurt et vous lui faites donc une belle sépulture. Les toutes premières sépultures à inhumation de l'humanité datent aux environs de 100 000 avant JC. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'avant cette période, les humains préhistoriques ne pratiquaient pas de rites funéraires, ça veut juste dire qu'ils pratiquaient peut-être d'autres rites que celui de l'inhumation qui ont laissé moins de traces archéologiques. En moins 10 000 donc, on maîtrise parfaitement la sépulture à inhumation, c'est parfaitement crédible. En revanche, il est assez rare, finalement statistiquement, que les sépultures du Paléolithique supérieur possèdent une dalle de couverture. Et là, dans le jeu, vous faites carrément un petit monticule avec des cailloux qui ressemble à une sorte de petit cairn. Ça fait pas très paléo tout ça. Une des exceptions que je préfère concernant l'établissement d'une dalle de couverture au-dessus d'une sépulture, c'est la fameuse dalle d'une des sépultures de la Ferracie. Il s'agit d'une dalle de calcaire dans laquelle on a creusé intentionnellement des petits trous circulaires. Dans le jargon des préhistoriens, on appelle ça des cupules. Pourquoi c'est très intéressant? Eh bien déjà parce que ça prouve que des structures funéraires complexes pouvaient être mises en place, mais en plus, à quoi ils servent ces petits trous sur la plaque? Ça permettrait pas de faire des offrandes, ça, madame? Ou même carrément des libations, c'est-à-dire des versements de liquide pour honorer le mort? Je ne peux pas en être sûre, je n'y étais pas. Mais ça présage quand même de gestes assez classe. On peut également mentionner la présence d'une véritable Vénus paléolithique. À un moment donné dans le jeu, vous devez partir à la recherche de la Dame de Pierre. Et cette Dame de Pierre, c'est une vraie Vénus. Vous l'aurez peut-être reconnue, c'est celle de Willendorf. Nous avons parlé d'elle dans notre vidéo sur les Vénus et le BDSM. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cet épisode du jeu, les créateurs vous proposent une piste interprétative sur la fonction de ces Vénus. Pour eux, il s'agit de la représentation d'une déesse qu'il faut honorer afin d'obtenir ses faveurs, notamment pour la chasse et le climat. C'est une hypothèse très probable, elle est d'ailleurs largement défendue, mais bien évidemment, comme toutes les autres hypothèses concernant les Vénus, on ne pourra jamais le prouver. Et pour finir, le chamanisme, la consommation de psychotropes et le lien de tout ça avec l'art pariétal. Vaste programme. Le chaman, c'est le premier spécialiste qu'on vous demande d'aller chercher afin d'améliorer les conditions de vie de votre groupe humain. J'ai beaucoup apprécié ce système de spécialistes à aller chercher. Parce qu'en effet, au Paléolithique supérieur, on n'est plus à un stade où tout le monde sait faire la même chose. Il existe des experts, par exemple des experts de la taille lithique, qui sont capables de créer des objets que d'autres personnes ne seraient pas capables de créer, comme par exemple des feuilles de laurier qui apparaissent dès le Solutréen, c'est-à-dire aux alentours de 20 000 avant JC. Mais bref, pour revenir au chaman, il vous fait consommer des substances psychoactives qui vous mettent dans une sorte de transe et vous rencontrez alors plein de puissances animalières lors de votre voyage dans divers mondes parallèles. À votre retour de ce voyage, le chaman vous dit que vous allez pouvoir utiliser les esprits des animaux pour obtenir plus de force. Et il vous dit tout cela en peignant sur les murs. Vous avez ici un condensé de l'hypothèse de l'art comme expression d'une activité chamanique au Paléolithique. Cette hypothèse est une hypothèse qui a été beaucoup discutée, notamment par Jean-Claude et Davis White. Depuis, on a un peu déchanté sur cette hypothèse, mais je vous la livre. Pour eux, la consommation de psychotropes vous fait passer par différentes étapes de vision. D'abord des motifs géométriques, puis des motifs figuratifs et enfin des espèces d'individus hybrides. Et ça tombe bien parce que dans l'art pariétal, on trouve ces trois composantes. Pour eux, il n'y a plus de doute, l'art pariétal est donc la preuve de consommation de psychotropes et de transes chamaniques. Le problème, c'est que toutes les substances psychoactives n'ont pas cet effet-là avec des visions qui se divisent en géométrie, individu, individu hybride. L'ayahuasca le fait ainsi que tous les dérivés de type LSD, mais il existe de nombreuses autres substances psychotropes à utiliser sur cette planète. Et de plus, pour avoir ce type de vision,
qu'il n'est pas forcément utile de consommer des substances psychotropes. Parfois, une très forte suggestion psychique, si elle est faite dans un lieu approprié, dans une ambiance rituelle, suffit aux croyants pour déclencher une transe. L'hypothèse de l'artiste paléolithique chaman qui se défonce au LSD a donc de moins en moins la cote. En revanche, cet épisode du jeu a le mérite de vous suggérer qu'il y avait probablement une utilité dans l'art des préhistoriques. Personnellement, j'ai du mal à croire que les humains préhistoriques se soient donné autant de mal s'ils ne pensaient pas que cette activité était absolument nécessaire. Imaginez un peu, il faut d'abord aller se fournir en matière première, et en grande quantité. Il faut traiter cette matière première thermiquement pour obtenir la couleur désirée. Ajoutez à cela les dizaines, centaines, milliers d'heures nécessaires pour devenir un artiste talentueux. Oui, parce que l'artiste qui a fait la vache de Lascaux, il y a quand même peu de chances qu'il l'ait fait du premier coup à main levée comme ça, hein. Faut pas déconner. En plus de ça, dans la grotte, il faut préparer le terrain, préparer les surfaces, parfois monter des échafaudages, créer les compositions, les dessiner, faire les retouches. Wouh! Je sais que la condition de chasseur-cueilleur laisse pas mal de temps libre dans une journée, mais là tout de même, il me semble qu'on est bien au-delà du hobby. Bref, merci beaucoup aux créateurs du jeu d'avoir éparpillé ici et là des indices qui permettent de montrer l'incroyable raffinement des populations du Paléolithique supérieur. Et surtout, merci beaucoup à vous d'avoir fait ce voyage dans le temps en ma compagnie. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres, et d'ici là, restez vivants.